Voilà, c'est la fin du mois de mars. Ce mois qui nous fait réfléchir, penser aux héroïnes, mais également penser à ces femmes dans l'ombre qui sont sur le terrain. Celles qu'on ne voit pas forcément donc dans les interviews, sur les écrans, mais qui font avancer des causes nobles. Désormais, les femmes ne manquent plus de modèles, elles n'ont plus d'excuses. On discute de nos droits, de la justice, aborder les questions qui avant étaient tabous. C'est un sujet qu'on a souvent peur d'aborder parce qu'il nous rappelle un proche, une personne qui a souffert, une personne qu'on a pu voir pleurer, qu'on a pu voir partir. Mais son profil ne s'apparente pas seulement à la question de la justice dans la santé. C'est une femme également dans le cadre institutionnel, un parcours en tout cas à la croisée des chemins que j'ai hâte que vous découvrez, celui de Madame Karine Mambouli. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. En tout cas, contente de t'avoir dans mon podcast. Merci beaucoup pour l'invitation surtout. Je te donne l'occasion de te présenter toi-même, Karine Mambouli. Qui est-elle? Alors, Karine Mambouli, c'est une optimiste, une afro-optimiste, une ripate. Donc, je suis née en France, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études. Mais j'ai toujours rêvé d'Afrique et j'ai toujours voulu contribuer au développement de mon continent et surtout de mon pays, la République du Congo. Donc, après mes études, tout de suite, j'ai voulu rentrer pour pouvoir porter ma pierre à l'édifice et contribuer au bien-être des populations à travers ce que j'allais faire professionnellement. Donc, j'évolue en politique, surtout dans la coopération internationale, notamment avec les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, je suis coordonnatrice adjointe d'un projet autour de l'insertion et la formation des jeunes, dont je parlerai un peu plus longuement certainement plus tard. Mais aussi, je suis entrepreneur d'impact parce que j'investis dans des projets qui ont un impact social, notamment autour du cancer. Génial. Rien que par la présentation, on a déjà envie d'en savoir un peu plus. Alors, Karine, tu disais que tu as étudié donc à l'étranger avant de rentrer et que tu es en politique. Est-ce que c'est en rapport avec donc les études que tu as faites? Oui, en partie, parce que j'ai d'abord commencé mon parcours éducatif dans la finance, parce que je voulais à la base faire du trading, mais il n'y a pas de bourse au Congo. Et donc, je me suis reconvertie dans l'administration publique, d'abord à travers les laboratoires de santé publique dans lesquels j'ai évolué en tant que directrice divisionnaire de la modernisation du laboratoire. Et donc, c'est là où j'ai commencé à interagir avec les bailleurs de fonds. Et ensuite, je me suis reformée en politique à Sciences Po Paris. Et je suis revenue encore une fois au Congo pour pouvoir cette fois-ci occuper le poste de coordonnatrice donc sur le projet Moussala au sein du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et de la Formation qualifiante. Alors moi, tout de suite, ce qui m'épate quand tu te présentes, c'est que tu utilises le mot politique de manière très décomplexée, alors qu'ici, tout de suite, ça a trait à ambition, veut devenir dans un poste, on veut investir un poste de ministre ou de cadre, de quelque chose comme cela, alors que la politique, c'est un champ très large et il y a énormément à faire. Et effectivement, qu'on a des débats en ce moment, est-ce qu'il faut rentrer à la fonction publique, est-ce qu'il faut faire de l'entrepreneuriat, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à faire et que le choix est libre. Ça a été un peu ta mentalité à toi. Oui, totalement, parce que je pense qu'on peut tout à fait avoir plusieurs casquettes. J'en ai plusieurs moi-même déjà. Je pense qu'il faut avant tout chercher à avoir des compétences et pas forcément un poste. Moi, je cherche à évoluer. Mon parcours est très atypique. Je ne me suis pas lancée du début à la fin de façon linéaire dans une seule branche. Je me suis essayée à l'entrepreneuriat, je me suis essayée au secteur privé. Maintenant, je suis plutôt du côté du secteur public. Donc, mais ça ne m'empêche pas de continuer à entreprendre à côté. On a chacun de nous plusieurs talents. Et j'essaie surtout de les mettre en avant ou d'apprendre quand je suis intéressée par un sujet, notamment la santé. C'est parce que je pense qu'en tant que résidente ici, ayant perdu des proches de cette maladie et m'étant un peu intéressée à ce qui se passe autour de cette maladie, je me suis dit, mais pourquoi pas, en rencontrant des partenaires aussi qui étaient sur ce genre de sujet, pourquoi pas faire quelque chose. Donc, quand on peut faire quelque chose, je pense qu'il faut y aller, pas chercher forcément la reconnaissance à travers une fonction,
mais plutôt la reconnaissance à travers l'impact. Et des fois, justement, les fonctions suivent d'elles-mêmes. Souvent, quand on cherche, ça ne vient pas, et quand on cherche pas, ça nous trouve. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je conçois la vie. Ça fait penser un peu à la prière, hein, quand on va et qu'on demande quelque chose de précis comme ça. C'est pas toujours ce qui nous tombe dessus, c'est souvent quelque chose de bien plus grand parce que on est focus sur ce qu'il faut pas. Mais quand on se concentre sur les efforts à fournir, là, on s'ouvre beaucoup plus de portes. Exactement. Alors, Karine, donc, dis-nous un peu plus sur le projet du coup que tu coordonnes, Mosala. Alors, Mosala, c'est donc une initiative de coopération entre l'Union européenne, l'AFD et la République du Congo. C'est un projet donc, qui s'intitule Projet d'adéquation, formation, emploi. Donc, il s'agit en fait de pouvoir observer le marché de l'emploi, les possibilités d'emploi pour les jeunes et comment faire pour doter ces jeunes des compétences qui sont recherchées. Parce que ce qu'on observe dans notre pays, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a aussi beaucoup d'entreprises étrangères et malgré toutes ces entreprises, les jeunes ont du mal à intégrer le marché du travail. Et souvent, ce qui bloque, c'est que les formations que les jeunes font ne sont pas en adéquation avec les profils recherchés par les entreprises. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est aussi de mettre en lumière l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et de changer un peu le mindset des jeunes pour qu'ils comprennent que l'emploi, quand tu n'en as pas un de formel, tu peux le créer aussi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs au niveau de l'État, beaucoup d'accompagnement au niveau aussi des bailleurs de fonds. Donc la coopération internationale est très dynamique sur ces sujets, ce qui est l'entrepreneuriat, ce qui est la jeunesse, ce qui est le genre et l'inclusion. Donc c'est des sujets aujourd'hui qui font que c'est mis en lumière et il y a un accompagnement, il y a des financements et c'est méconnu des jeunes. Donc, dans le cadre de ce projet, on met en avant justement ce que propose cette coopération entre la France et les bailleurs de fonds, donc la France et la République du Congo, donc l'AFD et l'Union européenne. Et on veut justement que les jeunes puissent voir que il y a réellement des opportunités parce que les jeunes n'y croient plus et ils se disent qu'il n'y a qu'un seul parcours au Congo, c'est la fonction publique. Mais nous, on veut justement casser cette mentalité et montrer que non, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde est utile. Femmes, hommes, handicapés, tous les jeunes qui sont quand même la majorité au niveau de notre pays, au niveau démographique, ont leur place dans le tissu économique et sont nécessaires à la diversification de l'économie. On a besoin de tout le monde. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent, hein, notamment à savoir pourquoi est-ce que les jeunes ne pensent pas automatiquement aux autres secteurs que ceux qui concernent la fonction publique. Est-ce que ça a un rapport avec le nerf de la guerre qui est donc le revenu ou pour toi c'est quoi le nœud en fait? Le nœud, c'est pour moi vraiment le manque de connaissances, la méconnaissance vraiment de l'entrepreneuriat, des filières, de structurellement ce que c'est, et même la méconnaissance du travail, de l'emploi en tant que tel. Pour avoir sillonné le pays à travers les zones d'intervention du projet, quand on demande à un jeune qu'est-ce que tu veux faire, c'est une question qui reste assez vague pour le jeune. Il peut te dire que oui, bon, moi j'aimerais bien faire de l'agriculture, mais bon, la médecine c'est pas mal, ou faire du droit. Donc le jeune a du mal à s'orienter parce qu'il a une visibilité très limitée des champs d'activité. Donc, à travers ce projet, justement, on cherche, c'est vrai qu'il est adressé aux jeunes, mais pour pouvoir répondre à leurs attentes, on cherche à travers le pays, de façon locale en plus, parce qu'on ne veut pas un modèle de Brazza qu'on va dupliquer ailleurs. Chaque département, chaque ville dans le pays a ses réalités. À Pointe-Noire, on sera sur les hydrocarbures, sur les métiers de la mer. On sera à Ouesso, on sera sur les métiers miniers, la filière bois. Donc, et dans chacun de ces secteurs, il y a de la place pour des jeunes sur les chaînes de valeur. Il y a des métiers porteurs. Et donc, on veut mettre ça en lumière. Et à chaque fois qu'on se déplace, quand on présente des métiers aux jeunes, bah, ça suscite des vocations. On se dit, ah ben tiens, je n'avais pas pensé à ça. Ben voilà, ça peut être une première expérience pour quelqu'un. Là, on est en train de lancer 5 filières, notamment, je pense à la filière de réparation de smartphones.
On essaye d'avoir des métiers jeunes, des métiers qui intéressent les jeunes et qui sont utiles à la communauté. Quelqu'un qui vit à Ouesso ne va pas envoyer systématiquement son téléphone à Bataclan pour le réparer. Mais si on a des réparateurs de smartphones à Ouesso, ils auront un marché forcément, et de tablettes. Donc on essaie de concevoir ce projet comme ça pour présenter des métiers utiles et des métiers que les jeunes auront la volonté d'apprendre. Je suis comme ça depuis tout à l'heure, tu es en train de parler, parce que tout ce que tu dis est super intéressant. Et je pense qu'on ajoutera comme qualificatif au projet que vous avez entre les mains que c'est un projet inclusif. Alors, qu'est-ce que tu peux dire davantage sur ce projet en ce qui concerne la part d'inclusion? Est-ce que l'inclusion ne concerne que le genre, mais également les personnes en situation de handicap? C'est justement le genre au sens large, donc c'est bien sûr les femmes, parce qu'on a un objectif quand même de formation et d'accompagnement vers l'emploi de 50% de femmes sur 5000 places. Et aussi, il y a une attention particulière portée aux personnes vivant en situation de handicap, qui sont souvent mises de côté, et aussi aux populations autochtones. Donc, on est vraiment sur 3 catégories bien identifiées en matière de genre au sens large et de personnes vulnérables. Et vous avez déjà été en contact donc avec les communautés, donc les personnes en situation de handicap, identifier les centres et donc les peuples autochtones également. Comment est-ce que vous allez faire pour aller les toucher? Ou comment est-ce que vous faites pour identifier même leurs demandes? Alors, au niveau des femmes et des personnes vivant en situation de handicap, on passe surtout par des réseaux d'associations ou on capitalise avec les autres ministères. Donc, on essaye de faire des synergies avec d'autres projets de façon à gagner du temps. Parce que s'il fallait les identifier de nous-mêmes, déjà, ce serait du temps de perdu et il y aurait de la redondance. Donc, c'est plus utile d'être complémentaires. Donc, on passe par les réseaux qui existent, par ceux qui ont déjà fait ce travail d'identification. On leur présente le projet et on essaye de travailler ensemble. Et ça permet vraiment d'avoir le public, la catégorie qu'on recherche. Et donc, cette initiative, c'est une initiative du ministère de la Jeunesse. Oui, qui a porté ce plaidoyer sur des fonds qui étaient disponibles au niveau de l'AFD notamment. Et en complément, l'Union européenne a rajouté à l'enveloppe. Vous voyez qu'il y a tellement de choses qui se font dans notre pays, hein. Vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, donc ça, c'était une casquette de toi. On va pas aller davantage, je pense que là, on a quand même bien brossé, c'est ton quotidien. Et quand tu enlèves cette casquette, là, on voit une autre Karine, mère d'enfants notamment. Hein. Oui. Et donc, une femme au grand cœur qui s'est engagée donc pour une cause sociale. Oui, bon, je me suis engagée avant de commencer le projet donc sur la lutte contre le cancer, avant de commencer avec le projet Moussala. Donc vraiment un battement de cœur. C'était vraiment un battement de cœur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père est docteur, donc c'est des choses. Et il est docteur surtout en biologie moléculaire, donc du côté de la recherche. Et donc forcément, on parle beaucoup de traitement. C'est une passion qu'on a un peu en commun. J'aurais aimé le suivre, mais la médecine, c'est trop long. Donc, on va pas dire ça pour décourager qui que ce soit, hein, vraiment. Non, je n'avais pas le cœur et puis je supporte pas la vue du sang. Donc, j'ai pas pu faire oui, ça. c'est ça qui nous stoppe tous, hein. Moi aussi, j'ai voulu faire de la médecine, mais bon, ma mère est dentiste, je pouvais pas. Voilà, c'est ça, là, c'était pas possible. Mais je contribue à ma façon parce que des médecins, il y en a au Congo. Mais là où le bas blesse souvent, c'est les plateaux techniques. Les plateaux techniques qui manquent cruellement. Les médecins sont bien formés, contrairement à ce qu'on dit au Congo. Moi, je collabore à travers le centre d'imagerie avec des médecins du CHU. Donc, c'est vraiment une collaboration ou qui viennent des fois prester pour nous prêter main forte. Mais ce qui blesse vraiment, c'est la maintenance des équipements. La disponibilité des fois des consommables, que ce soit les réactifs ou autres. Et donc, c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont des fois limités dans la façon d'exercer la médecine parce qu'il n'y a pas les instruments. Et surtout que les instruments deviennent de plus en plus vite obsolètes parce qu'on est à l'ère du numérique. La médecine aussi devient numérique. Donc, souvent, rattraper, c'est pas toujours évident. Et surtout quand on est dans le public, on a tendance des fois à avoir des équipements soit qui sont trop performants
pour le niveau du pays ou des formations à dispenser ici, ou qui n'ont pas des contrats de maintenance, on ne trouve pas des maintenanciers sur place et donc ça coûte extrêmement cher de faire revenir un fournisseur à cause d'une panne sur une machine et ça fait des déserts, des cimetières de machines parce que personne n'arrive à les réparer, notamment à cause du courant aussi qui fait que bon, malheureusement un mauvais branchement ça peut endommager durablement une machine, donc les consommables à changer c'est très très coûteux. Ça fait beaucoup de challenge. Hein. Et donc il faudrait justement, notre idée c'est vraiment de se rapprocher du public de façon à ce qu'on puisse être complémentaires. Nous, on n'est pas médecins, mais on investit dans de l'équipement médical qu'on met à la disposition des médecins qui exercent de façon libérale ou sous contrat au niveau des hôpitaux. Donc, on ne travaille pas avec des fonctionnaires, mais on interagit avec, par exemple, le Programme national de lutte contre le cancer. Très bien. Donc, on renforce de leurs activités. Donc, on essaye de faire... De toute façon, la santé, c'est l'affaire de tous. Exactement. Il n'y a pas de monopole. Et plus, justement, on arrivera à créer des synergies, plus on devient efficace. Parce qu'il s'agit quand même de sauver des vies. Et nous, on s'est intéressé au cancer parce que c'est une maladie de longue durée qui nécessite une surveillance quasiment de toute la vie. Une fois que la maladie est détectée chez un parent, ça veut dire que les enfants, normalement, devront être surveillés. Et même quand on en guérit, il faut toujours, chaque 2 ans, continuer à faire les examens, s'assurer qu'il n'y a pas de récidive. Donc, si on n'a pas un plateau technique au pays, ça veut dire que les coûts liés à cette surveillance épidémiologique sont énormes parce que c'est des coûts sur toute la vie. Donc, il faudra à chaque fois se déplacer. Les coûts de traitement aussi sont très chers. Donc, pareil, c'est une maladie, on ne guérit pas du cancer en 1 semaine ou on prend un traitement à la maison. C'est plusieurs traitements qui sont combinés. On peut avoir la chimiothérapie avec de la radiothérapie, avec de la chirurgie et beaucoup de choses. Donc, c'est un parcours de soins assez complexe et qui prend du temps. Donc, ne pas avoir des installations au Congo, ça exige de devoir se déplacer et psychologiquement pour un malade de se retrouver loin de tout le monde pour subir ces traitements qui sont lourds en plus. C'est aussi ce qui cause un fort taux de létalité. Donc, on essaye justement d'adresser cette problématique à notre façon, privée, mais tout en y associant le public parce que ça... Non, mais je pense que vous avez trouvé la bonne formule. Et puis, vous avez aussi taclé cette problématique du temps. Ça veut dire que quand un patient pense à sa condition de santé, se dit combien de temps ça va me prendre, est-ce que je dois voyager pour me prendre en charge? Là, on a déjà une solution, mais également, peut-être que ce centre-là vient aussi enlever un poids psychologique de se dire qu'on n'aura pas certaines questions, réponses à nos questions, notamment comment ça va se passer après, qu'est-ce que ça va nous coûter sur la durée, est-ce qu'au niveau du suivi, parce que ça aussi c'est une autre étape. On a vraiment 2 volets dans la gestion du cancer du sein. Oui, et c'est souvent, bon, c'est vrai qu'on fait beaucoup de sensibilisation sur le dépistage, mais les aspects annexes à la maladie, quand on est malade, ça prend des années. À sortir de là, ça prend vraiment de la résilience. Parce que le coût émotionnel d'apprendre qu'on est malade, rien que ça peut tuer. Parce qu'on se dit que bon, c'est déjà la fin, les gens baissent les bras. Et économiquement aussi, il faut être prêt, quoi. Il faut vraiment être prêt à réagir très vite. Heureusement, le gouvernement a un système d'évacuation sanitaire, surtout bon, pour les personnels de la santé publique, enfin la fonction publique. Mais il faut penser à des solutions qui vont permettre à tout le monde d'accéder aux soins et de sortir vraiment de ce cauchemar quand on entend parler de cancer. Et surtout quand ça touche aux femmes. Quand une femme tombe dans un foyer, c'est un cataclysme. Pour les enfants, la femme est nourricière, la femme éduque, la femme est le pilier de la maison. Et donc de perdre des femmes, autant de femmes, à cause des cancers du sein et du col de l'utérus,
qui sont vraiment les cancers les plus ravageurs dans notre pays et qui sont pourtant bien traités ailleurs. C'est quand même dommage. Et si on doit commencer quelque part, on commencera forcément par ça. Parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est juste parce que c'est encore très tabou. Alors, parle-nous du coup de cette initiative que tu as mise en place pour le mois de mars 2026 en te disant que voilà, ça aiderait davantage à sortir du silence, briser le silence face à la maladie. Alors, on a eu la chance de pouvoir concrétiser un partenariat avec UBA Congo dans le cadre de leur RSE. Il s'agissait de pouvoir célébrer donc la Journée internationale du droit des femmes différemment. Et on s'est dit que pourquoi ne pas parler du droit à la santé et surtout du principe de liberté corporelle qui est inscrit dans la Charte des droits des femmes. Et donc, on a voulu mettre en avant cet aspect-là des droits des femmes. Donc, la santé est un droit et pouvoir prendre son corps en charge est un droit aussi. Et donc, l'UBA a voulu cette année, avec notre participation, mettre en avant justement les difficultés et les freins au niveau de la prise en charge des femmes pour prendre soin de leur corps. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu, dans un élan de solidarité, permettre à des femmes identifiées par le Programme national de santé ou au niveau du CHU, qui avaient besoin de ces examens, mais qui, faute de moyens, n'y avaient pas accès. Donc, l'idée de cette première édition, c'était de vraiment promouvoir l'accès aux soins face à des femmes qui ont eu le courage déjà d'aller à l'hôpital. Et donc, c'était ce qu'on voulait mettre en avant. On voulait aussi vraiment les accompagner. Et ça a été vraiment une belle journée hier de voir l'engouement des femmes qui ont été soulagées par cette initiative. Et on essaie de voir comment aller plus loin, toujours avec peut-être UBA ou d'autres partenaires. On reste ouvert pour aller jusqu'au traitement de ces femmes. Parce qu'il y a quand même des solutions qui existent au niveau local. Et toi, tu voudrais d'une certaine manière qu'au-delà donc du mois d'octobre, décrété octobre rose, que le sujet continue à être sur la table parce que c'est pas la question d'un seul mois de prévention, c'est la question de vie de centaines de milliers de femmes qui est en jeu en fait. Et le cancer, c'est tous les jours. Le cancer n'attend pas octobre pour se déclarer. Donc, c'est une question quotidienne, c'est une question de toute l'année. Et donc, on ne peut pas juste attendre des périodes phares comme ça où la situation, la condition des femmes est mise en lumière pour en parler. Là, c'est vrai que beaucoup de gens étaient assez surpris parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas une espèce de confusion, oui. C'est quoi la confusion? On est en mois de célébration de la femme, tu nous parles de cancer. Ben non, en fait, c'est une condition de femme. Mais c'est un droit. On parle des droits des femmes. Et donc, on voulait mettre ce droit-là en avant pour montrer que le 8 mars, c'est pas uniquement faire la fête, les mousiquis et les pagnes, mais il y a des droits et la santé en fait partie. Et la liberté corporelle aussi, c'est la responsabilité, enfin, ça touche à l'intimité de la femme et d'avoir des femmes justement qui dépendent de leur mari au niveau des revenus, qui ne peuvent pas, des fois par honte, parler de ces sujets librement à la maison. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont face aux besoins. Des fois, elles restent comme ça dans le silence parce qu'elles n'ont pas accès des fois juste à l'argent. Et donc, c'est bien d'avoir justement de casser un peu ces barrières à travers ce genre d'activité. Et il faut qu'on trouve des moyens de pérenniser ça. C'est ça, c'est ça. Et puis, pour faire le lien, du coup, avec ta carrière au quotidien, c'est un petit peu ça que le mois de mars aussi vient apporter comme lumière. C'est que si on veut qu'il y ait davantage de femmes autonomes, il faut qu'il y ait davantage de femmes en bonne santé. Exactement. Exactement. C'est lié. On ne peut pas aujourd'hui se lancer dans une carrière si psychologiquement, à cause d'un problème de santé, on n'est pas tranquille. Et la femme, justement, en tant que maman, elle arrêtera tout pour être suffisamment forte, d'abord, avant de penser à se lancer dans une carrière. Donc, c'est très, très lié, hein, c'est très complémentaire. Donc, on a voulu mettre ça en avant, innover un peu, sortir un peu de différentes formes d'innovation. Et vraiment rappeler que le cancer, c'est toute l'année. C'est pas octobre seulement. Et la santé est un droit.
Bah, écoute, Karine, je te donne l'occasion de passer un message donc à la grande communauté de femmes, mais également aux concitoyens congolais de manière générale. Peut-être un message de sensibilisation ou en tout cas notre dernière note pour le mois de mars qu'on va essayer de porter sur le reste de l'année comme motivation. Alors, je dirais, je vais séparer mon message en deux. Pour les jeunes femmes, je leur demanderais d'oser se renseigner, de ne pas se sentir exclues de tout ce qui se passe, que ce soit au niveau des projets, donc du projet Moussala. Je lance un appel aux jeunes femmes qui souhaitent une autonomie financière, commencer une activité, se former, de bien vouloir se rapprocher du projet Moussala qui est situé au gymnase Henri Eléndé, donc à Diata. Nous avons aussi une page, je pense, Instagram et Facebook, donc de bien vouloir se rapprocher pour se renseigner, pour être enregistré et être formé et accompagné. Et pour ce qui est de la santé, le dépistage précoce est l'une des meilleures façons de pouvoir améliorer ses chances de survie quand on parle de cancer. Et c'est aussi une façon de diminuer les coûts, parce que plus on s'y prend tôt, moins le traitement coûte cher. Merci beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup Karine pour ce merveilleux échange, très enrichissant et puis surtout révélateur d'une nature profondément humaine que tu as et certainement très inspirante pour des femmes qui cherchaient peut-être, donc comme je disais, des réponses à leurs questions concernant leurs conditions de santé, qui cherchaient une figure inspirante pour ce mois de mars notamment. C'est sur ces mots donc qu'on se laisse. Oser pour le reste de l'année. On se dit à très bientôt.